Alors bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire qui va parler de trouver la force de quitter une relation toxique. Parce que très souvent, les gens qui sont dans une relation toxique, eh ben, ils n'osent pas en sortir, ils ne peuvent pas en sortir, ils n'ont presque pas envie d'en sortir, et comme on va le voir d'ailleurs, c'est le cas. Il y a quelque chose qui les bloque régulièrement et voire quasi constamment. Et puis, les gens m'ont souvent posé la question, mais qu'est-ce qui les empêche de sortir, ces gens-là, et comment est-ce qu'on peut les aider à s'en sortir? Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Cyril Malka, sans divan. Donc, je vais parler de plusieurs principes psychologiques. Et pour chaque principe, ça ne veut pas dire que quand on a ce principe ou quand on est sous ce principe, on ne va pas être sujet à certains des autres principes. Le truc est que très souvent, vous allez voir que ces choses-là sont entremêlées les unes aux autres et que l'un des principes va mener à l'autre, au troisième, au quatrième, etc. Ce qui complique un petit peu les choses. Et dans ce webinaire, la première des choses importantes à faire, c'est d'en devenir conscient. Devenir conscient de ce qui, en fin de compte, de ce qui bloque. À partir du moment où vous en devenez conscient, là, ça rend les choses plus faciles. Alors, je ne dis pas que ça rend les choses faciles, mais plus faciles pour en prendre conscience et pour pouvoir agir. Mais en tout et pour tout, si vous ne connaissez pas ces principes, eh ben c'est bien entendu beaucoup plus difficile d'être conscient de ce qui se passe et de cette façon de rester bloqué. Alors, dans toute relation intime, il peut arriver que on arrive à un tournant des relations où il y a rupture, tout simplement. Alors les partenaires vont faire le choix de la séparation, du divorce, d'un commun accord, ou alors il y en a un qui va partir. Et puis, bien entendu, ça va mener certaines souffrances, mais ça va être une souffrance qui va être assumée par deux adultes responsables, et puis les choses vont continuer leur cours plus ou moins bien, et qu'à un, ou etc. Bonjour Catherine. Maintenant, quand on parle d'une relation toxique ou abusive ou dysfonctionnelle, enfin bref, après on peut en parler, enfin lui donner de différentes façons, et les personnes sont beaucoup plus prises au piège et elles vont se sentir impuissantes, en fin de compte, à pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir être conformes aux besoins qu'elles ont. Et en règle générale, on va voir que ça va être des relations dans lesquelles il y a une violence conjugale. Alors, violence conjugale, bien entendu, très souvent, les gens pensent à la violence physique, bien entendu, mais en fin de compte, la violence conjugale, c'est aussi de la violence psychologique. Et donc, ces effets de la violence conjugale, qu'elle soit donc psychologique ou physique ou ce que vous voulez, on sait que ça a mené à la dépression, PTSD, des troubles anxieux, des troubles somatiques, utilisation de substances, etc., etc. Donc, très souvent, pour pouvoir mettre fin à ce genre de relation, très souvent, on risque d'avoir besoin d'un soutien. Alors, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, ou ça peut être un thérapeute, ou tous. Donc, au point de vue de la cible ou de la victime, dans ce cas-là, si on parle donc d'agresseur et de victime, la situation est beaucoup plus complexe. De cette fameuse prise de conscience dont je parle et que j'espère qu'elle pourra ressortir de ce webinaire, et de la prise de conscience au départ, c'est-à-dire au moment où vous quittez la relation, le chemin, il peut être long. Et pour certains couples, en fin de compte, il n'aboutit jamais. Vous allez avoir des couples qui vont vivre et mourir, en fin de compte, dans une relation toxique. Maintenant, si on regarde les problèmes de la violence,
en fin de compte, la première difficulté qui va être rencontrée par une bonne partie des victimes d'une relation toxique, ça va être celle de la prise de conscience. Parce que ces personnes, au moment de la prise de conscience, elles ressentent un malaise vis-à-vis de leur partenaire. Elles sont en recherche d'explications sur ce qui se passe. Elles vont trouver sur Internet des bouquins, un thérapeute, etc. Et donc, cette relation, elle occupe leurs pensées de manière quasi obsessionnelle. Et pourtant, elles ne comprennent toujours pas ce qui leur arrive. Et des fois, on se dit, mais pourquoi est-ce que ces victimes sont aussi aveugles ? Comment est-ce qu'elles ne se rendent pas compte qu'elles subissent des actes de violence ? Parce que le problème, c'est que dans une relation toxique, alors certaines de ces relations toxiques peuvent être violentes physiquement, bien entendu, mais une agression physique ou sexuelle est plus facilement concrète, en quelque sorte. On se reçoit un coup de poing dans la figure, c'est identifié comme acte de violence sans trop de risque d'erreur. Hein. Mais par contre, les petites critiques quotidiennes que l'agresseur fait passer comme ça pour de la plaisanterie, les petits pics, les dénigrements subtils plus ou moins, ça c'est difficile à expliquer comme de l'agression. Je veux dire, vous ne pouvez pas aller à la gendarmerie et dire il m'a fait une réflexion. Donc on a remarqué par exemple que, alors là je regarde parce qu'il y a des chiffres, ils datent de l'INSEE 2016. En France, 0,7% des adultes âgés de 18 à 75 ans rapportent avoir subi au moins une agression physique ou sexuelle de la part de leur partenaire ou d'un ex-partenaire dans l'année précédente. Et donc par contre, on a 11,6% des adultes de la même tranche d'âge qui affirment avoir subi au moins un acte de violence psychologique de la part de leur partenaire durant les années précédentes. Donc là, on passe à plus du double, enfin aux environs du double. Donc il y a des actes de violence psychologique, mais ils sont moins bien répertoriés, ils sont maintenant moins faciles à enregistrer, bien entendu. Mais le problème, c'est que très souvent, on ne les prend pas suffisamment au sérieux. Et c'est bien dommage parce que très régulièrement, très souvent, la violence psychologique va généralement précéder la violence physique ou sexuelle, ou les deux. Et c'est pour ça que cette forme de violence, alors toute violence psychologique ne va pas nécessairement déboucher, bien entendu, à une violence physique ou sexuelle, mais c'est un socle sur lequel se construit une relation toxique qui peut parfaitement se développer dans cette direction. Et de plus, là où est le problème justement de la façon dont les gens ne réagissent pas trop, c'est que cette violence psychologique, elle se manifeste de façon très progressive. Et cette progressivité dans la manifestation de la violence psychologique, c'est le premier facteur explicatif du piège qui, en fin de compte, commence à se refermer petit à petit sur la victime. Et en psychologie, on appelle ça le phénomène de habituation. Vous connaissez sûrement l'histoire de la grenouille dans la marmite. Alors c'est en fin de compte une fable qui est que c'est une grenouille qui nage tranquillement dans une marmite qui est remplie d'eau froide. Et donc quelqu'un allume le feu sous la marmite, donc l'eau chauffe doucement. Alors au début elle est tiède et la grenouille elle trouve que c'est plutôt agréable, c'est sympa, elle continue à nager, barboter, etc. L'eau elle devient vraiment chaude et puis la grenouille elle commence à trouver ça désagréable. Donc elle s'affaiblit, mais elle supporte la situation en restant immobile. La température continue à grimper jusqu'à se mettre à bouillir et il est trop tard pour la grenouille pour sauter parce qu'elle est déjà cuite. Si cette même grenouille devait sauter dans une marmite d'eau bouillante, elle sauterait tout de suite, elle l'éviterait même pour s'éjecter de la marmite. Et en fin de compte, c'est ce phénomène d'habituation, ce phénomène de grenouille dans la marmite dont il est question ici. Alors, l'habituation, je vous ai dit, en fin de compte, c'est
peu une erreur, c'est un terme qu'on utilise en psychologie, mais c'est pas un terme psychologique. C'est pour toute échelle du vivant. Vous avez ce phénomène d'habituation. C'est comme ça qu'on vous fait monter les impôts. C'est comme ça qu'on vous fait venir d'un truc à l'autre en politique. Vous pouvez voir ça tout autour de vous, etc. C'est un phénomène très connu. C'est ce qu'on peut aussi appeler l'effet du saucissonnage quand c'est fait dans l'autre sens. Mais c'est exactement le même principe. On habitue les gens à faire des petits changements petit à petit dans un sens ou dans l'autre. Il y a une histoire qui, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'affaire de Alex Skeel et Jordan Worth. Ce sont toujours d'ailleurs des Anglais. Et l'affaire a été dévoilée en juin 2017, où la police a été appelée avec des problèmes chez un couple. Et en fin de compte, il s'agissait de Jordan Worth et de Alex Skeel. Alors Alex, c'était la fille. Ils se sont rencontrés en 2012. Ils avaient aux environs de 16 ans. Lui devait être coach et entraîneur de football, et elle devait suivre des études à l'université et devenir enseignante. C'était le grand amour, tout allait bien. Et puis donc en 2017, la police a été appelée et ils ont trouvé un jeune homme totalement affamé, squelettique, etc. Et donc ils lui ont demandé mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte. Et donc il a raconté l'enfer qu'il vivait avec Alex et qu'il avait vécu pendant des années. Et quand il a raconté comment les choses ont commencé, elle a dit au début, elle n'aimait pas que je mette des vêtements en gris. Et puis donc elle m'a demandé de changer de vêtements, changer de couleur. Puis après, il fallait que je me coupe les cheveux différemment. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et au début, c'était des petites brimades, des petites humiliations, puis des insultes. Et puis petit à petit, il y a eu une prise de contrôle. Elle me traitait d'idiot, elle disait que j'étais stupide, elle était jalouse, elle voulait toujours savoir avec qui je parlais, qui je voyais, etc. Et puis après, il y a eu des coups qui sont venus. Après 18 mois de relation, c'était un cycle de violence physique. Bouteilles fracassées sur la tête, attaques au tournevis, coups de marteau sur l'avant-bras, coups de couteau, des blessures et des blessures et des blessures. Et puis, il a continué à raconter. Il a dit, après un certain temps, moi, je ressentais plus rien. Je m'étais en fin de compte habitué. Et donc, du coup, elle est passée à autre chose. Et un matin, elle m'a versé une casserole d'eau bouillante sur le dos pour me réveiller. Ça a été le pire que j'ai connu en termes de douleur. Et donc, quand il est à l'hôpital pour se faire soigner, il racontait pas ce qui s'était passé. Il disait qu'il s'était blessé tout seul, qu'il avait fait des conneries, qu'il était tombé. Enfin bref. Elle avait détruit son portable, elle avait fermé son compte Facebook, elle avait recréé un compte qu'elle alimentait elle-même avec un contenu totalement faux. Elle l'avait isolé de ses amis, de tout son environnement. Elle lui avait fait croire que son grand-père était mort. Elle menaçait de le tuer s'il tentait de s'enfuir ou s'il racontait quelque chose. Bref. Donc, la situation était arrivée à un point où, quand la police l'a récupéré, les médecins lui donnaient 10 jours à vivre, quoi. Il était squelettique. Et puis voilà. Comme il avait expliqué dans plusieurs interviews, parce qu'on lui a posé la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas quitté? Eh bien, le même principe, il disait, mais c'était un engrenage, ça a empiré petit à petit. Et comme il l'a dit, on ne peut pas comprendre si on n'est pas dedans. Et en fin de compte, c'est un petit peu, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand la victime comprend ce qui lui arrive, elle est cuite. En gros, c'est déjà aller trop loin. Pour la petite histoire, Alex a donc eu une peine de 7 ans et demi de prison. Elle est ressortie après 3 ans et demi de prison. Et là, vous pouvez voir un article. Elle était fiancée, elle vient de se marier. Elle s'est mariée donc en 2023, donc l'année dernière, 20 avril 2023. Ça fait presque un an jour pour jour. Et là, les gens se disent, oui, mais quand même si ça arrive progressivement, donc ça c'est un des faits, c'est une chose que l'on peut comprendre, mais ça n'explique pas tout, peut-on dire, parce que quand même, se faire balancer de l'eau bouillante dessus, je veux dire, arrive un moment quand même où on se dit, mais barre-toi, quoi, dégage, parce que là, il y va de ta vie. Ben non, justement.
Et c'est là où les travaux de Seligman, c'était dans les années 70, c'était un psychologue qui avait justement théorisé ce qui s'appelle l'impuissance apprise. Et c'est de ce phénomène dont on parle très souvent dans les relations toxiques. Et il avait fait ça en faisant des expériences animales. C'est-à-dire qu'il avait pris des chiens qu'il avait soumis à des stimuli, des chocs électriques. Alors, bon, c'était pas du 220 volts, hein, bien entendu, mais c'était désagréable. C'était suffisamment désagréable pour être désagréable. Et donc, pour certains de ces chiens, ils pouvaient partir, ils pouvaient quitter l'endroit. Il y avait un endroit où il n'y avait pas d'électricité. Donc, quand le chien commençait à avoir le jus dans les pattes, eh ben, il allait ailleurs. Et puis d'autres chiens, il les avait attachés, donc ils ne pouvaient pas se dépasser. Enfin, il y avait du jus partout, il n'y avait pas de moyen, en fin de compte, de s'échapper, d'y échapper. Après les avoir fait passer au travers de ce test plusieurs fois, après ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis dans un autre enclos, en quelque sorte, avec juste un petit muret, pas très haut, que le chien pouvait facilement sauter. Et donc il a mis le jus. Et les chiens qui avaient eu la possibilité de se mettre de côté, ben quand ils sentaient le jus arriver, ils sautaient au-dessus de la barrière et on n'en parlait plus. Les autres chiens qui n'avaient pas eu la même possibilité, ils restaient. Parce qu'ils étaient résignés, ils étaient impuissants, ils avaient appris, en quelque sorte, à être impuissants. Ils avaient appris à « il n'y a rien à y faire ». Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec Alex Skill, dans l'affaire, là, c'est que lui, il était arrivé en mode survie. C'est-à-dire que pour lui, il était seulement important de survivre, la relation, de vivre. Donc, il ne se voyait vraiment pas partir de la relation, quitter la relation, parce que toute sa personnalité était juste en mode survie. Et c'est un peu ça qui se produit dans les relations toxiques, même si on ne va pas jusque-là, c'est que la personne arrive à un moment, et on va voir aussi plus tard comment et pourquoi, arrive à un moment où la personne se met en mode survie, en quelque sorte, et donc, du coup, n'a pas suffisamment d'énergie ou n'a pas suffisamment de contenu pour pouvoir réfléchir à en sortir de cette façon. Donc, ouais, ça explique beaucoup de choses. Ça explique pas mal de choses, mais ça n'explique pas tout. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Et là, il faut encore une fois se tourner vers la psychologie cognitive et comportementale. Et il faut se retourner vers notre psychologue américain Skinner, qui a travaillé énormément sur la théorie du conditionnement, etc., du conditionnement opérant. Et donc, selon ce principe, Skinner disait, et c'est un principe qui est toujours utilisé en psychologie cognitive, hein, on dit, on peut utiliser un renforcement positif ou on peut utiliser un renforcement négatif. C'est-à-dire que si, quand votre gamin a rangé sa chambre, vous lui donnez une récompense, vous allez renforcer un comportement positif. Et si, par exemple, quelqu'un fait quelque chose qui roule trop vite, eh ben, il se fait arrêter par la police, il se prend un PV et on lui prend des points, c'est une punition. Et c'est donc un renforcement punitif, donc négatif. Et donc, inspiré de ce principe, une psychologue américaine, je crois que c'était dans les années 70, ça devait être fin des années 70, et même si ça date de la fin des années 70, c'est toujours un principe qui est très valable aujourd'hui et qui est très utilisé aujourd'hui. Si vous faites des recherches sur le net, vous allez voir que c'est très commun et qu'on en parle beaucoup. Elle s'appelait Walkan, Léonore Walkan. Elle s'était donc inspirée de ses travaux pour établir ce modèle de violence physique, conjugale, etc., qu'elle nomme cycle de l'abus. Alors, à la base, c'était surtout pour les abus physiques, bien entendu, parce que dans les années 70, on parlait quand même pas trop de ce genre de problèmes psychologiques, de narcissisme. Donc, mais ce principe
est tout à fait valable pour les problèmes dans la relation toxique, même s'il n'y a pas de violence physique et qu'on se contente de la violence psychologique. Et donc, selon elle, cette violence, ce cycle de la violence, comme elle l'appelait, ou ce cycle de l'abus, il s'organise en 4 phases très distinctes. D'une part, la montée de la tension. D'autre part, après, c'est la crise, donc la violence. Puis une phase de réconciliation et une période de calme qui va être dite la lune de miel. Et en fin de compte, alors la montée de la tension, dans une relation toxique, ça va être un silence, ça va être des choses désagréables, ça va être, on peut voir que les choses ne vont pas comme elles devraient aller, on sent que la tension monte comme ça. Et puis arrive la crise, qui va donc être une rage narcissique, par exemple. Alors ça peut être de la violence physique, bien entendu, mais ça peut aussi tout simplement être des dénigrements, ça peut être des insultes, ce que vous voulez. Et puis après va arriver la phase de réconciliation. Généralement, dans ce cas-là, ça va être la victime qui va revenir toute péteuse, ah, excuse-moi, etc., etc. Et puis une période de calme, où le narcissique, par exemple, va être gentil, et les choses vont bien se passer. Et en fin de compte, pour les auteurs de cette étude, à l'époque, on s'est rendu compte que 90% des femmes qui étaient retournées dans une relation abusive suite à une séparation pour cause de violence physique, 90% d'entre elles l'ont fait en partie parce que leur partenaire avait exprimé des remords pour leur comportement et ce qu'ils avaient fait, etc. Donc, cet effet de lune de miel et cette récompense qu'elle apporte, eh ben, ça vous fait revenir dans la relation. Et c'est donc exactement la même chose que l'on peut retrouver dans les relations narcissiques ou dans les relations toxiques. Bon nombre des personnes avec qui je parle ou en consultation ou ce que vous voulez, et elles vont toujours me dire « Ouais, mais il y avait des moments où il était gentil, où les choses allaient super bien. » quoi. Alors, une autre chose, c'est que les choses qui vont super bien, en fin de compte, quand on creuse un petit peu, c'est des choses vraiment basiques, vraiment banales. On en arrive à « mais il était gentil ». Ah bah oui, il était gentil. Et vous êtes amoureux, vous êtes mariés. Bah, heureusement qu'il est gentil. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais donc, il y a cette espèce de lune de miel qui fait que, bon, bah, on se dit, ça rend les choses plus compliquées. Parce que s'il était toujours violent, par exemple, ou toujours dénigrant, bah, ça serait plus facile de le quitter, ça serait plus facile de se dire, bon, bah, ça est, fini, maintenant, je ne veux plus rien avoir à voir avec lui. Et donc, du coup, ça complique un peu les choses. Il y a eu aussi une autre forme de renforcement, et qui a été fait par Harry Harlow. Et lui, il a fait cet essai sur des macaques. Alors là, je ne sais pas si la photo, c'est des macaques. Je sais que les macaques, c'est des petits singes. J'ai choisi des petits singes. Après, vous n'allez pas m'en vouloir pour me dire que ce n'est pas des macaques, c'est des oubi-oubi. Ok. Donc lui, il avait démontré que si on privait des petits macaques, donc des bébés macaques, de l'affection de leur mère, et ben ça les conduisait à rechercher cette affection perdue auprès de différentes peluches, même si c'était sous des conditions extrêmement désagréables. Donc, d'après lui, alors c'était quelque chose qui a été fait dans la fin des années 50. Je ne pense pas qu'on utilise les macaques aujourd'hui, mais à l'époque, on utilisait un petit peu tous les animaux. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de restrictions sur les animaux qu'on utilise. Et donc, d'après Harlow, cela veut dire que si la privation d'un renforceur habituel, donc dans ce cas-là c'était l'affection d'une mère, et ben ça en augmente les effets, même quand on est dans des conditions extrêmes. Donc le fait de la montée de la tension que Walker décrit, et ben c'est justement cette privation progressive des renforçateurs habituels, moins d'affection, moins d'attention, moins d'intimité. Et donc cette privation, ça fait donc que la victime devient plus sensible à leur retour, et quand on lui donne des promesses,
de changements, des cadeaux, des déclarations d'amour, etc., ça marche, quoi, ça lui fait supporter. D'après aussi certaines études, 70% des femmes invoquent ce fameux manque d'infection, remarquez, il n'y a pas loin, ce manque d'affection pour justifier leur retour dans la relation toxique. Merci, je ne voulais pas vous interrompre. Pas de souci, Diana. C'est le but du webinaire. De toute façon, certaines de ces choses, je les coupe pour la vidéo, donc pas de souci, vous inquiétez pas. Ben, c'est pour ça qu'on vient au webinaire, c'est pour pouvoir poser les questions. Sans ça, ça ne vaut pas. Après, autre renforcement, et ça, on n'y pense pas souvent, c'est qu'on s'est rendu compte qu'un renforcement aléatoire contribue à maintenir un certain comportement. Ça aussi, c'est Skinner qui nous l'a expliqué, avec une boîte qui lui permettait de tester les programmes de renforcement sur les rats, les pigeons, etc. Et il est arrivé à la conclusion qu'un comportement renforcé de manière aléatoire se maintient mieux qu'un comportement qui est renforcé systématiquement. Et c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le dressage animal, mais aussi chez nous les êtres humains. Et comme exemple, on peut prendre les fameuses machines à sous. Vous avez ces machines qui vont vous donner une récompense, beaucoup d'argent, de manière totalement imprévisible. Et c'est comme ça qu'on augmente la fréquence du comportement du jeu, jusqu'à, en fin de compte, créer une totale addiction. Justement, la plupart des victimes de relations abusives, justement, parlent de cette imprévisibilité des crises de violence et donc de la période de renforcement qui va suivre. Donc ce caractère aléatoire, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, parce que dans une relation toxique, je veux dire, la journée peut commencer, vous pouvez être une journée de vacances, il y a un soleil radieux, tout commence bien, c'est merveilleux, tout va bien, vous êtes détendu et boum, tout d'un coup, vous avez mal répondu à une question, vous avez dit non au lieu de oui, ou vous avez répondu d'une façon différente de ce qu'il attendait, ou vous avez levé un sourcil alors que vous n'auriez pas dû. Enfin bref, il s'est passé quelque chose que vous ne pouvez quasi pas expliquer, et boum, tout change. C'est imprévisible, c'est aléatoire, et justement, c'est un de ces caractères qui va vous garder dans la relation. Parce que si ça arrivait régulièrement, vous pourrez vous dire, à chaque fois que je lui dis bonjour et puis il me tape sur la gueule, ouais, ça va, c'est fini, quoi, je ne veux plus. Mais si 9 fois que vous lui dites bonjour, ça se passe bien, et la 10e fois, ça se passe mal, vous ne pouvez pas vraiment utiliser ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce renforcement aléatoire complique les choses. Et après, toujours si on se base sur ce phénomène, ces 4 points de Walcan, il y a aussi ce qu'on appelle la suppression du stress. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être important. Et c'est que un comportement peut donc être renforcé par une récompense, comme je vous l'ai dit, mais on peut aussi parler de la suppression d'un stimulus désagréable. Donc, dans ce cas-là, on parle d'un renforcement négatif. Par exemple, Skinner, il avait mis des rats qui avaient des chocs électriques, et s'ils appuyaient sur un levier, ça arrêtait les chocs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle donc un renforcement négatif, parce que vous négationnez, vous enlevez quelque chose, en quelque sorte. Et donc, durant la phase de tension, vous avez le partenaire abusif qui va se montrer distant, irrité, critique, moins communicant, blablabla, blablabla, blablabla. Et donc, la victime a peur de craindre l'explosion, la violence. Elle va donc chercher à adapter son comportement afin d'éviter justement de déclencher le truc. Et cet état et cette attente de la crise, cette incapacité à l'anticiper, ça va la mettre dans un état de stress extrêmement important. Et c'est pourquoi, très souvent, la victime va voir la survenue de la crise comme un soulagement,
parce que vous avez la tension et le stress qui ont été accumulés, et boum, donc du coup, une fois que la violence psychologique arrive, la violence arrive, et ben ça vous fait attends, ça fait tomber l'anxiété, ça fait tout tomber parce que maintenant ça explose. Et puis après, donc vous avez ce fameux calme qui suit la tempête, et donc vous avez ce relâchement, presque cette décontraction à la limite, parce que maintenant ça y est. Et donc, du coup, après, une fois que vous avez la lune de miel, c'est bon, tout est oublié, tout disparaît en quelque sorte, toutes les choses disparaissent un petit peu. Et c'est donc comme ça que tout ça, c'est lié à cette évolution cyclique du niveau de stress. De plus, après, non seulement, donc vous avez la façon de maintenir la victime dans la relation, donc c'est à travers tous ces renforcements dont je viens de parler. Mais après, vous avez aussi un autre renforcement qui est que le comportement inverse va être puni. Vous vous souvenez, je vous ai parlé auparavant que, on pouvait renforcer le comportement positif d'Albert quand il avait rangé sa chambre en lui donnant un bonbon, mais qu'on pouvait aussi renforcer un comportement en punissant le conducteur qui roulait trop vite, par exemple. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Vous êtes arrivé, en fin de compte, à une certaine positivité de renforcement de certains comportements toxiques en restant dans la relation. Et d'un autre côté, vous avez en fin de compte une dissuasion du départ de la relation toxique avec une punition éventuelle. Parce que le fait de quitter une relation toxique, ça peut avoir des conséquences dramatiques, dissuasives. La victime va perdre accès à un certain nombre d'avantages, logement, des amis, des loisirs partagés, la maison, l'intimité, affection, enfin bref, il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte. De plus, dans beaucoup de relations toxiques, votre partenaire aura fait de façon à ce que vous soyez plus ou moins coupé de vos amis qui pourraient vous aider. Donc vous avez en plus de ça, votre cercle amical est peut-être même diminué ou inexistant. Et puis donc après, il peut y avoir aussi, à la clé, il peut y avoir une situation difficile, chômage, pas de soutien, pas d'argent, etc., qui complique énormément les choses. Donc là aussi, on va trouver beaucoup de femmes abusées qui sont revenues dans les relations toxiques parce que il y avait au moins une stabilité financière, ou les enfants, ou quelque chose dans ce genre-là qui en fin de compte, les remettait dans la relation et les faisait revenir. En plus de ça, vous allez avoir certaines règles, entre guillemets pour règles, parce que vous allez avoir ce qui s'appelle un conditionnement opérant. Alors ça, c'est des comportements qui sont qui découlent de règles verbales. Ça va être des croyances en quelque sorte. Alors ça peut être d'une origine culturelle, sociale, éducative. Vous les avez appris à l'enfance, la plupart, ou long de votre chemin. Et c'est une façon, c'est pas vraiment conscient, et c'est une façon de nous habituer à être obéissants. Alors, par exemple, on va reprendre Albert, dont j'ai déjà parlé, qui rangeait bien sa chambre. Et si Albert, il a froid et il met son pull, il va mettre son pull pour se réchauffer, il va ressentir qu'il se réchauffe, et puis ça va lui apporter un plaisir, et donc il vient de satisfaire un besoin immédiat. Il avait froid, maintenant il n'a plus froid. Et à chaque fois qu'il va effectuer ce comportement, il va avoir la même récompense, en quelque sorte. Il va survenir à un de ses besoins, il va se faire un de ses besoins, il va aller mieux. Après, si au lieu de mettre son pull parce qu'il a froid, il le met parce que sa mère lui a dit de le mettre et il faut qu'il le mette même s'il n'a pas froid, et que c'est la règle, et que c'est le cas, dans ce cas-là, il ne va pas apprendre la règle « quand j'ai froid, je mets mon pull », mais il va apprendre la règle « je dois obéir à maman ». Et ce type de règle va évoluer,
il va y avoir plein de petites règles comme ça qui vont être pour ne pas fâcher maman, pour ne pas que maman se mette en colère, ou papa, hein, après. Et c'est, ben, ça devient, ben, je dois être obéissant pour être un bon garçon, ou pour être une bonne petite fille, et pour que maman ou papa continuent à m'aimer, et puis pour que je puisse continuer à aller aux eaux, etc., etc. Donc, on se fait certaines croyances, certaines règles, règles de vie, dues à ce conditionnement, en quelque sorte. Et donc, le problème de ces règles, c'est qu'elles peuvent être extrêmement résistantes aux modifications. Si on contre ces règles, même en thérapie, hein, ça je l'ai vu arriver régulièrement, les personnes peuvent vraiment avoir des réponses émotionnelles relativement intenses parce qu'elles vont se sentir mal, elles vont avoir peur, elles vont se sentir coupables, elles peuvent aller très loin dans la détresse. Donc, la personne va essayer d'éviter totalement cette réaction en se comportant suivant sa règle ou sa croyance ou ces fameuses règles verbales, même si elles sont totalement inefficaces. Et donc ces règles verbales, donc je vous en ai mis quelques-unes, hein, mais à vous de compléter, je suis sûr que vous en connaissez plein. Ça va être, donc si je continue à faire des efforts, mon partenaire va finir par changer. Si j'obéis à mon partenaire, il sera plus violent avec moi. Une bonne épouse reste avec son mari. Ça sera pire si je pars. Je suis responsable de ce qui m'arrive. Les gens me détesteraient s'ils étaient au courant, etc., etc., etc. Donc, après, dépendamment de culture, dépendamment de la façon dont vous avez été élevé, l'environnement, etc. Donc, vous pouvez avoir certaines règles ou certaines autres, etc. Mais toutes ces règles vont participer justement à bloquer la personne dans la relation. Et une bonne partie du travail que je fais avec mes clients est justement de mettre ces règles à mal en les remettant dans leur contexte et en les désamorçant en quelque sorte. Donc ça, serait important dans ce cas-là de voir quelles sont les règles qui vous retiennent. Et puis, le pire, c'est que lorsque l'on suit cette règle verbale, si on continue à suivre ces règles, eh ben, on risque de s'enfoncer davantage dans le système. Si on part du principe, oui, mais si je continue à travailler là-dessus, si je continue à bosser là-dessus, mon partenaire va finir par changer, ou les choses vont aller mieux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu même avec des thérapeutes. Hein. Si le thérapeute, par exemple un thérapeute de couple ou un thérapeute, d'ailleurs, il n'y a pas encore longtemps, quelqu'un m'a écrit à propos de ça, que son thérapeute lui avait conseillé de continuer à faire de son mieux pour arrêter de se mettre en avant et pour en faire plus pour que son mari aille mieux et ceci et cela. Enfin bref, parce que pour beaucoup de thérapeutes qui ne pensent pas à la relation toxique, ils se disent, bon, bah, vous faites de votre mieux, et dans ce cas-là, c'est parce que vous n'avez pas fait suffisamment que les choses ne marchaient pas. Et donc, du coup, si la personne est dans une relation toxique, bah, elle n'a pas fini. Hein. Donc, ça peut être un principe que l'on a, et ça, c'est un renforcement qui peut être catastrophique. C'est un petit peu le principe que j'avais expliqué comme l'histoire de la maison. C'est quelque chose que j'avais expliqué à l'époque pour faire comprendre aux gens comment les adeptes restaient dans une secte au lieu d'en sortir. Pourquoi ils continuaient à payer des milliers et des milliers et des milliers d'euros à une secte comme la Scientologie, alors que de toute évidence leur cours ne fonctionnait pas. Pourquoi ils prenaient le prochain qui coûtait encore plus cher, le prochain qui coûtait encore plus cher, alors qu'ils voyaient constamment que les choses ne marchaient pas. Et en fin de compte, la relation toxique, ça fonctionne exactement de la même façon. Entre entrer dans une secte, vivre dans une secte et en sortir, et entrer dans une relation toxique, rester dans une relation toxique et en sortir, la différence, c'est quasi zéro. Donc c'est pas très étonnant que je sois passé de l'un à l'autre, on me dira. Mais pour faire comprendre ça, j'avais utilisé le principe de la maison. Disons que vous avez acheté une maison. Alors, vous n'avez pas beaucoup, enfin, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous en avez suffisamment, mais c'est pas Crésus. Hein. Et donc, vous avez trouvé la maison de vos rêves, une vieille bâtisse, bien foutue, etc., sympa. Elle est un peu chère, hein. Elle est un peu beaucoup chère, mais en coupant quelques coins, etc., vous pouvez l'acheter, vous pouvez juste l'acheter. Donc, vous achetez la maison.
Et vous êtes tout content, ouais, belle maison, etc., etc. Et puis arrive l'hiver, et ça je le sais parce que ça m'est arrivé, hein. Et la chaudière pète en plein hiver, et c'est vrai. Ben, du coup, en plus de ça, en plein réchauffement climatique, on est dans un hiver très rude, et du coup, je dis, ben alors, va bien falloir une nouvelle chaudière, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc je vais aller faire un prêt. Donc vous faites un prêt en mettant quelque chose dans la maison, etc., hypothéquer la maison, je ne sais pas quoi, et vous obtenez votre prêt pour faire réparer la chaudière. Alors maintenant, point de vue économie, c'est bon, ben là c'est plus beaucoup, hein. Alors en France, je crois qu'on dit qu'on bouffe des patates. Au Danemark, on dit qu'on mange des flocons d'avoine à tous les repas. Donc vous bouffez vos patates ou vos flocons d'avoine. Et puis la toiture pète. Ah, vraiment, là, ça commence. Le problème, c'est que ça commence à vous faire vraiment cher, que vous n'avez plus les moyens de mettre plus d'argent dans cette maison. Mais maintenant, vous avez déjà investi dans cette maison, vous avez déjà mis de l'argent dans cette maison. Et partir maintenant, la vendre maintenant, ça va vous faire une perte d'argent, vous n'allez pas pouvoir rembourser, et plus vous allez investir dans la maison, et les choses qui vont continuer à péter, et plus cette maison, en quelque sorte, va perdre en valeur, mais plus vous aurez investi. Et c'est exactement ça qui se passe dans une relation toxique, ou dans une secte, c'est que vous investissez quelque chose, vous avez commencé ensemble, et puis ben, vous avez construit quelque chose. Donc vous ne pouvez pas laisser tomber, pas maintenant. Donc vous continuez à investir en vous disant, mais si j'investis plus, comme me dit mon psy, eh ben, ça va mieux marcher, ça va aller mieux. Donc vous investissez plus, vous faites des enfants, ou que sais-je. Et puis, ben, ça marche de moins en moins bien. Et plus ça va, plus vous avez à perdre, et plus ça devient difficile de quitter la relation. Donc ça, c'est une des choses qui est qui complique énormément les choses pour quitter une relation toxique. Et dans ce cas-là, je conseille aux gens de se fixer un but, c'est-à-dire que dépendamment de quels sont les soucis, par exemple s'ils ont des enfants, d'attendre que les enfants aient un certain âge, ou enfin bref, d'essayer de se mettre un but. Je leur apprends, on travaille ensemble pour certaines techniques pour supporter la relation narcissique jusqu'au moment où ils peuvent en sortir. Et puis une fois que le but ou que le moment est atteint, et puis en plus de ça, je les ai bien préparés à la rupture, dans ce cas-là, il est plus facile d'en sortir. Après, autre problème qui d'ailleurs découle un petit peu de ça, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Et la dissonance, c'est un mécanisme d'auto-justification, en quelque sorte. C'est-à-dire que lors de cet investissement dans le couple dont je viens de parler, donc le phénomène de la maison, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre ce qui se passe et ce que l'on dit, ce que l'on croit ou ce que l'on voudrait. C'est-à-dire qu'il dit qu'il m'aime, mais il me trompe, par exemple. Et donc, ça, là, il y a une dissonance. D'accord ? Il y a quelque chose qui ne correspond pas. Et les relations narcissiques sont pleines de dissonances. Il y aura tout plein de dissonances. Il y a seulement deux façons de se débarrasser d'une dissonance cognitive. La première façon, c'est de dire, bon ben voilà, il y a une contradiction entre le comportement et nos croyances. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que je change mon comportement. C'est-à-dire, dans ce cas-là, par exemple, quitter la relation, ou mettre certaines limites, ou etc. Maintenant, ça, c'est compliqué, comme on vient de le dire. Justement, à cause de l'investissement, on a peur de le perdre, on a toute cette escalation de la violence, le stress, etc. Donc ça, on ne se voit pas le faire. Donc, deuxième possibilité, on va changer nos croyances. Et c'est comme ça qu'on réajuste son système de croyances ou de valeurs afin de maintenir le comportement problématique, afin de garder une cohérence, en fin de compte, dans la relation, alors qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça que je vais avoir des clients ou des clientes qui vont me dire qu'elles ont fait des choses ou dit des choses qui allaient
totalement à l'inverse de leurs valeurs, de leurs croyances, de leurs principes, de leur façon d'être. Et aujourd'hui, elles en ont honte, etc. Elles ne comprennent pas comment elles en sont arrivées là. Et ben, c'est justement ce phénomène d'escalation, d'investissement dans la maison et de dissonance cognitive. Et à ce moment-là, elles ne se voyaient pas quitter la relation parce que, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, qui compliquaient énormément les choses, et donc, du coup, elles ne pouvaient pas. Et il était plus facile, entre guillemets, donc plus possible même, de changer leur mode de croyance. Et c'est ça qui arrive à dire que tout d'un coup, on voit les victimes prendre leurs agresseurs en défense, quoi. Ah oui, mais bon, quand elle me dit que je suis un petit gros, c'est gentil, quoi. Ah bon, c'était juste une gifle, et puis je l'avais bien mérité aussi, hein. Je lui avais fait de la peine. Non, mais oui, mais s'il boit un peu trop, il est plus le même, mais sans ça, il est très gentil, hein, mais bon, quand il a plus d'un certain milligramme dans le sang, et voilà. Enfin bref, après, on arrive à ce qui s'appelle ce phénomène d'excuse, et c'est donc, ça vient de cette dissonance cognitive, où on est obligé de changer la croyance pour les faire coller au comportement, parce que c'est plus facile que d'accepter la réalité. Oui, j'ai pris le renard comme illustration. Alors, c'est pas parce que c'est mon logo, ça l'est, mais ça vient de cette fameuse fable de Ésope qui a été reprise par La Fontaine, que vous connaissez peut-être, qui est que c'est un renard qui a faim et puis il voit des raisins qui sont sur une vigne, etc. Et puis, il veut les attraper, puis il essaye, mais elles sont trop hautes. Il ne peut pas les attraper. Et donc, à la fin, il part en haussant les épaules et en disant, ils sont trop verts, dit-il, nous dit La Fontaine, et juste bonnes pour les goujats. Donc, en fin de compte, Ésope avait dit, de même, certains hommes, quand leur propre faiblesse les empêche d'arriver à leur fin, s'en prennent aux circonstances. Mais en fin de compte, c'est un petit peu ça qu'on fait quand on change ses croyances par rapport à la dissonance cognitive, c'est qu'on trouve une explication. Elles sont trop vertes, il est gentil dans le fond, etc., etc. Et de fil en aiguille, on en arrive à ce phénomène dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, où les gens finissent par continuer à baisser la barre, et on en arrive en fin de compte à dire, oui, mais quand il ne me tape pas dessus, il est gentil, quoi, en gros. Oui, je veux dire, c'est la moindre des choses quand même, hein. Et on en arrive là. Ensuite, il y a aussi que, et ça c'est le problème dans les relations narcissiques, que, comme je l'ai dit auparavant, si au moins le narcissique se comportait constamment d'une façon pourrie, là les choses seraient quand même un peu plus simples. Mais malheureusement, il y a ces périodes de lune de miel, les périodes où ça va un peu mieux. Et donc ça fait qu'il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et le biais de confirmation, ça va être un biais cognitif, donc une compréhension biaisée, qui fait qu'on ne retient que les détails qui vont confirmer nos croyances ou nos hypothèses, et puis qui vont mettre de côté des choses qui viennent s'opposer à nos croyances. Et ça peut être... On a fait des centaines de tests de cette façon-là, et ça, vous pouvez le voir tous les jours dans les débats politiques ou journal télévisé ou ce que vous voulez, sur quelque chose qui est arrivé. Les gens ne vont prendre que ce qui les intéresse, que ce qu'ils confirment dans ce qui est important. Le reste, on laisse tomber, on n'en parle pas, quoi. Et de cette façon, si chacun a son biais et que le biais est différent, ça ne m'étonne pas qu'on ne tombe pas d'accord, quoi, en gros. Donc, quand le biais cognitif, en fin de compte, le biais de confirmation, pardon, il succède justement à cette période de lune de miel. Parce que pendant cette période, la relation va bien, et puis, en fin de compte, on retrouve un petit peu cette exaltation et ces bons moments du début de la relation. Et puis, ça fait que les victimes en viennent à arriver à avoir tendance à oublier les actes de violence, physiques ou psychologiques, ou, entre autres, une fois qu'elles les ont expliquées, en plus, avec le biais que j'ai expliqué il y a un instant, là, ce problème. Donc, quand on arrive à confirmer le côté positif
et à oublier le côté négatif, et ben du coup, vous allez avoir des personnes qui vont... ça va renforcer cette dissonance dont je viens de parler, puisque on va se dire, bah, en fin de compte, il est gentil, il y a des bonnes périodes, etc. Et ça va renforcer leur décision de rester dans la relation parce qu'il y a ces bons moments, il y a ces choses positives, et ça, du coup, bah, on se dit, ben voilà, quoi, ça arrive quand même. Et ça fait que entre le biais de confirmation et la dissonance cognitive, ces deux-là vont donc main dans la main. Et ben donc du coup, on reste un petit peu dans ce magma et ça devient extrêmement difficile d'en sortir. Et c'est pour ça qu'il est important d'en être conscient. Et donc, l'un des premiers principes, et c'est là où on parle de... Parce que j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à parler de victime. Généralement, je parle de cible. Et les gens qui me connaissent savent que j'utilise le terme cible pour les personnes qui sont dans une relation et j'utilise le terme survivant pour ceux qui en sont sortis. Mais là, du fait où certaines de ces relations sont vraiment basées sur la fait de agresseur et victime, et aussi parce que certaines de ces choses peuvent finir au tribunal, hein, parce que, par exemple, vous avez quelque chose qui s'appelle l'abus financier. Si vous avez été marié avec une personnalité toxique qui vous a exploité financièrement, vous pouvez parfaitement aller déposer plainte et lui faire un procès et récupérer ce qu'il vous doit. Bref, ça c'est autre chose, mais dans ce cas-là, vous êtes quand même victime d'un abus financier. Là où est le problème de victime, justement, c'est que on prend le risque d'entrer dans le phénomène de victime un jour, victime toujours, en quelque sorte. Et puis on peut en arriver à se demander, mais est-ce que les victimes sont condamnées à ce type de relation, ou est-ce qu'il peut y avoir une façon d'en sortir, etc. Parce qu'on a quand même remarqué que certaines personnes avaient un certain schéma et fonctionnaient d'une certaine façon et répétaient quand même justement ces schémas. D'où donc la question que m'a posée Diane en disant « Mais est-ce que les femmes battues sont co-responsables » on y arrive, c'est pas vraiment co-responsable, mais on peut arriver à un fonctionnement en fin de compte cumulé, ou un fonctionnement, un certain accord tacite entre l'agresseur et la victime, où la victime sait que le prix pour la lune de miel va être l'agression. Donc, co-responsable, peut-être pas, mais ça va être une forme d'accord pour pouvoir avoir les miettes, en quelque sorte, de ce qui va lui être donné, parce que toute autre possibilité, pour des raisons qui peuvent être très différentes pour ces personnes, lui paraissent impossibles à surmonter. Et ça va donc faire partie des personnes dont j'ai parlé tout au début de ce webinaire, qui vont rester dans une même relation violente jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'elles ne peuvent pas réussir à en sortir. Donc, co-responsable, pas vraiment, mais plutôt une impression de manque de choix d'alternatives à cause de différentes raisons qui peuvent être dues donc à certains des phénomènes dont j'ai parlé ici. Après, on a remarqué, encore une fois dans la psychologie comportementale, que l'apprentissage précoce, ça peut conduire au maintien des individus dans des relations abusives à l'âge adulte. Merci Diana. Et ça, ce qui veut dire que plus vous avez subi une relation abusive jeune, plus vous avez des risques de répéter le schéma, en quelque sorte. Et cela, bon, ça peut valoir pour les relations avec un partenaire, bien entendu, mais ça peut également valoir si dans votre famille, vous venez d'une famille toxique. Parce que vous avez été préprogrammé, en quelque sorte, à plus facilement pouvoir tomber entre les griffes d'une personnalité toxique.
Donc, c'est une problématique, et non, on n'est pas nécessairement victime une fois et victime toujours. En quelque sorte, on peut parfaitement s'en sortir. Bon, ça, je le sais de mon expérience, hein. J'en ai aidé quand même quelques-uns à sortir de tout ça. Ça vient de plusieurs choses. Alors déjà, ce n'est pas parce qu'on a été maltraité, même en tant qu'enfant, que nécessairement on est condamné à vivre un scénario répétitif de relations toxiques. C'est pas vrai. C'est vrai que donc, comme je vous l'ai dit, ça prédispose. C'est vrai qu'on a plus de risques, en quelque sorte. Mais, bon, déjà, là, on a aussi une marge d'erreur. Après, comme on vient tous au monde dans des familles différentes, et certains d'entre nous ont moins de chance que d'autres, comme le dit Jean-Jacques Goldman dans sa chanson, il faut remplacer les pas de chance avec de l'intelligence. Bon ben voilà quoi, hein. Si vous êtes sorti d'une famille toxique, il n'y a rien d'autre à faire que de travailler là-dessus et puis de s'en sortir aussi bien que possible. Donc déjà, de ce côté-là, il y a peut-être une possibilité pour pas nécessairement répéter le truc, parce que c'est un fait que si on va un petit peu trop loin dans la théorie psychanalytique des névroses emboîtées ou la théorie de la codépendance, des styles d'attachement, etc., si vous entrez là-dedans, c'est un fait que ça risque d'être très difficile d'en sortir. Après, si on part du principe que, bon, ben, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je dois nécessairement le faire, déjà là, vous vous arrachez un petit peu à une espèce de destin préconçu ou prédestiné. Vous devenez un petit peu plus libre, en quelque sorte. Ça, déjà, ça va être la première chose. Et puis, donc, en plus, vous pouvez parfaitement remplacer les apprentissages dysfonctionnels par des apprentissages fonctionnels. Enfin, je veux dire, s'il y a quelque chose qu'on peut faire, nous les êtres humains, c'est quand même apprendre, c'est changer, c'est évoluer, c'est nous développer, etc., etc. C'est d'ailleurs le but d'une psychothérapie, quelle qu'elle soit. Ça devrait être le but d'une psychothérapie, quelle qu'elle soit. Après, une fois que vous avez... Je dirais qu'il va y avoir trois phénomènes. Le premier, ça va être donc la prise de conscience. Et j'espère que pour certains, ce webinaire les aura aidés à avoir cette prise de conscience. Donc déjà, il y a une prise de conscience de ces phénomènes psychologiques et de ces problèmes. Et puis, après, ça va être d'avoir la volonté de changer, la volonté de se dire non, ça y est, c'est fini, maintenant je change. Et croyez-moi, il n'y a pas d'âge pour changer, il n'y a pas de moment pour changer. Certains de mes clients, ils ont 50, 60 ans. Je veux dire, il n'est jamais trop tard pour dire non, ça y est, maintenant je vais changer, je change de route, et puis ça y est, quoi. Et là, déjà, la volonté de changement, ça, c'est le plus courageux à faire, c'est le plus important, parce que justement, ça vous fait prendre conscience et faire vraiment ce refus de dire bah non, je ne vais pas répéter ce truc, je ne vais pas continuer à tourner en rond. Et donc le troisième, c'est donc d'agir éventuellement en suivant une psychothérapie. Donc non, on n'est pas victime toute sa vie, et c'est pour ça que je préfère le terme cible dans mes bouquins, etc. Et je vais continuer à l'utiliser d'ailleurs. Mais là, dans ce cas-là, je pensais que c'était important justement à cause de la situation et parce que je l'ai vraiment pris au début. Et donc, en fin de compte, il y a une phrase de Étienne de la Boétie qui peut être motivante. Et c'est donc celle qui dit « Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres ». Et je crois que c'est extrêmement important et que c'est un bon levier de changement à se dire, ben voilà, maintenant je ne veux plus servir les autres, je ne veux plus être l'esclave de mon partenaire, je ne veux plus être l'esclave de mes parents, je ne veux plus être l'esclave de mon collègue narcissique. Maintenant, je veux me décider à être moi et à m'arracher vraiment de ça. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Ben voilà, 1 heure. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, je vais encore parler 1 heure. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a aidé. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez que je prenne certains sujets, il ne faut pas hésiter à m'écrire un mail à cyril@malka.fr.
et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Pas sûr que ce soit cette saison, hein, parce qu'il y aura encore 2 webinaires cette saison et après c'est fini. Mais dans ce cas-là, ce sera pour la saison suivante, au mois de septembre. Et puis, je vous dis à d'ici 15 jours pour un webinaire suivant. À bientôt. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.